Bon, voilà. C'est bon. Existe-t-il des hommes sauvages et velus dans le Dauphiné? Bien sûr, en disant ça, on passe a priori pour des farfelus. Déjà. Cependant, on pourrait comparer avec ce qui a été découvert entre autres en Russie, avec le Bigfoot ou Sasquatch en Amérique du Nord. Alors là, on va, sans préciser où nous nous trouvons exactement, pour que les choses restent dans une semi-intimité. Voilà déjà ce qu'on peut trouver. Des arches. Alors ces arbres ont été pliés depuis une hauteur assez importante. Moi je mesure 1,76 m. On voit que ça a été tordu en haut. Les arbres ont été penchés. C'est pas des branches qui viennent de plus haut qui leur sont tombées dessus, puisqu'il n'y a pas de branches cassées. Ça a été tordu volontairement. Alors, en plus, celles-ci ont été tordues dans un sens, et celle-là a été passée dessous dans l'autre sens. Regardez, là on voit bien, cet arbre a été passé entre. Il y a une espèce de couture d'arbre. Ça n'a pas été fait quand l'arbre était petit, parce que ce noisetier, quand il était petit, si on lui avait tordu les branches comme ça, les branches, elles ne seraient pas au même niveau. Là, c'est de la couture qui a été faite, on dirait. C'est un peu des Scooby-Doo qui ont été faits avec les branches. Alors on va monter. On n'est pas loin de zones habitées, mais on est dans des zones où, à part le week-end, et puis en période de chasse ou de cueillette de champignons, il n'y a pas grand monde. Les gens restent sur les sentiers, sur les pistes, ils passent des motos, ils passent des gens à cheval, ils passent des quads. Mais un peu plus haut, à part les gens qui ont vraiment quelque chose à y faire, il n'y a plus personne. Et d'ici, je crois apercevoir une structure un peu plus compliquée. Là, il n'y a aucun doute. Bon, alors pendant qu'on filme, que Damien est en train de filmer, on va peut-être entendre une tronçonneuse au loin, mais peu importe. Là, on voit bien que ces noisetiers ont été, c'est pas tout neuf, hein, ont été écrasés par quelque chose, par une masse, mais pas par cette branche qui est tombée dessus. Parce que si la branche une branche morte était tombée dessus, elle serait tombée sur la pointe, elle ne serait pas tombée sur le milieu des arbres. Très simple, si elle tombe, elle fait ça, elle attrape la pointe. Elle ne va pas tomber et puis dire tiens, je vais m'arrêter là et je vais les plancher comme ça. Donc ça a été fait volontairement, ça. Là, on a une arche plus imposante qui date de pas mal d'années. L'arbre a été penché et il a même craqué. Bon, il a survécu, Dieu sait comment, il avait vraiment envie de vivre. Mais ça c'est pareil, c'est pas quelque chose qui est tombé dessus. Pour casser ça, pour le plier à ce point de vue-là, déjà il aurait fallu, il faut pas un coup sec, ça casse l'arbre carrément. Ça le plie pas comme ça. Et en plus, il faudrait un arbre immense en dessus pour avoir pu le plier comme cela. Et là, on a bien un truc qu'on retrouvera peut-être tout à l'heure si on retrouve les arbres que j'avais remarqués avant. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de première cassure et une seconde cassure. C'est l'arche, comment on pourrait dire, j'appellerais ça une arche en arc de triomphe. Je prends la photo quand même, c'est pas grave. Ah ouais, là c'est un truc... Alors là, c'est typique, Damien. Viens filmer un peu plus près, s'il te plaît. Non, la branche la petite branche bien flexible là de noisetier a été posée mise sur le côté et coincée avec d'autres bois. Ça fait une espèce de croix. Celui-là, il a été mis volontairement. Il n'a pas pu tomber de là-haut parce que ça, c'est une branche d'une sorte de bois. Et c'est une branche de frêne. Et l'arbre qui est plus près, c'est un merisier. Donc une branche de frêne qui tombe d'un merisier, ça serait quand même curieux. Et puis ça a été installé, regardez. Là, c'est passé comme ça. Là, c'est toute une installation. Là, ça a été courbé volontairement. Alors là, c'est tout gratté. Mais peut-être par d'autres animaux, parce qu'ici, on trouve des traces de chevreuil. Alors, ce que me faisait remarquer Damien tout à l'heure, et qui me semblait déjà avoir remarqué, c'est que souvent, les petites arches
et les marquages en croix, comme ça, plus ou moins, sont dans les coins où il y a beaucoup de passages d'autres animaux. Donc, c'est-à-dire des chevreuils, des sangliers, des renards, des blaireaux. Tout à l'heure, il y avait une crotte de blaireau pile sous l'arche. Donc, comme si c'était, on va dire, soit c'est peut-être territorial et c'est peut-être aussi une espèce de zone, comment on pourrait dire, de passage. De passage pour plusieurs sortes d'animaux. Voilà. On va pas trop préciser parce qu'on n'en sait pas grand-chose, mais petit à petit, on s'aperçoit des choses. Là, ouais, il y a des passages d'animaux réguliers. Là, c'est du sanglier, ça. Il y a du sanglier aussi, là. Parce que c'est gros. Voilà. Et là, c'est un dorque encore vert. Si tu peux filmer de près, Damien. Oh, ça c'est pas fait tout seul. C'est fait en force. Parce que si la branche, elle était tombée toute seule, elle ne se serait pas mise de force entre les autres. Alors, on peut dire qu'il y a des gens qui se promènent et qui s'amusent. Mais j'y consacre beaucoup de temps quand même. Voilà, là. Alors là, on a un frêne et effectivement, là, on a une branche de frêne. Je veux bien qu'elle soit tombée directement. Mais celle-ci, qui est une branche de frêne aussi, elle n'a pas pu tomber de l'arbre à côté puisque c'est un chêne. Donc cette branche, elle a été installée ici. Il y a déjà un bon moment. Celui-ci, qui est un charme, ce charme, il a été installé sous les deux autres. Parce que si c'était tombé directement, ça aurait pris le bout du charme, comme j'expliquais tout à l'heure. Le charme, ça allait lui faire ça sur la pointe, ou alors lui tomber dessus, et ça ne le faisait pas tomber. Là, il a été courbé et coincé. Ça n'a pas pu se faire tout seul. Alors là, on peut dire c'est les chasseurs, puisqu'il y a un point de nourrissage pour le gibier juste un petit peu plus loin, les chasseurs qui ont cassé l'arbre. Mais je ne sais pas quel est le chasseur qui, avec ses petites mimines et ses petits bras musclés, a pu casser une aubépine costaud comme ça, à cet endroit-là. C'est bien sûr un passage. Alors il y a une hypothèse. J'ai une hypothèse, c'est que s'il y a des hommes sauvages évolus dans la région, intelligents, ils doivent, déjà ils sont dans les mêmes zones souvent où il y a des sangliers, des chevreuils, mais l'avantage du sanglier, c'est qu'il brasse tout. Donc si moi je passe pieds nus là, je laisse des traces, et qu'il y a des sangliers qui passent derrière moi, il n'y a plus rien, il n'y a plus de traces. Ça voudrait dire aussi qu'ils s'entraident, on va dire. Ça serait passé probablement il n'y a pas très longtemps. Ben là, peut-être pas tout de suite, mais il est possible qu'il ne soit pas très loin. Parce qu'il n'y a pas eu de grand vent, il n'y a pas eu de flotte récemment. Alors, donc, il y a plusieurs hypothèses. Il y a une hypothèse qui est que ce sont des nomades. Il y a une hypothèse aussi c'est qu'ils restent sur place, mais qui passent inaperçus parce qu'ils ont peur des coups de fusil. Donc dès qu'ils entendent que c'est la période de la chasse, ben, ils se planquent. Il est possible aussi, il y a une hypothèse qui est que l'hiver, ils hibernent. Donc s'ils hibernent, ben, on ne les voit pas et forcément ben, ils ne se font pas tirer dessus, tant mieux. L'autre possibilité, et c'est même presque une certitude, c'est qu'avec les grands incendies qu'il y a eu dans l'ex-Union soviétique les années précédentes, ils ont migré. Il y a un cas d'une réserve en Russie, proche de la Russie, où les populations humaines ont des contacts avec des hommes sauvages à l'heure actuelle. Ça passe un peu inaperçu chez nous, mais en Russie, c'est pris au sérieux. Et ils sont en concurrence avec les ours, puisqu'ils ont le même rayon dans la chaîne alimentaire. Et puis, ben, justement, s'ils migrent... Ils seraient omnivores, en fait. Ah ben, oui, comme ils s'adaptent. Et le truc, c'est qu'ils, chassés par des problèmes de guerre, d'incendie ou de pollution aussi, ailleurs, eh ben, ils se rapprochent. Et comme chez nous, contrairement à une bonne partie de la Terre, la forêt avance, puisqu'ici, ça devait être des pâturages il y a une quarantaine d'années, peut-être un peu même moins, et qui petit à petit deviennent, se reforestent, ben, il est possible que pour eux, c'est probablement une aubaine. Alors l'homme n'est pas très loin, l'homme moderne. Mais c'est pas forcément un problème. Et puis de toute manière, alors on va dire comment ça se fait que personne ne les voit. Alors, déjà, il y a des personnes qui témoignent avoir aperçu des géants, de grands géants noirs dans les bois. Bon, ces gens-là passent pour des farfelus, on leur dit arrête de boire, arrête de fumer des trucs bizarres. Et puis souvent, ben, y en a qui se taisent et qui finissent par en parler quand eux, on leur en parle.
Moi je pense aussi qu'ils sont peut-être probablement nocturnes et peut-être ils ont En grande partie nocturne. C'est plus calme là. Et donc La plupart des nocturne. gibiers, Et puis, ce qu'on pourrait dire, dans notre région, on sait qu'il y a par exemple des genettes. Bon, c'est petit une genette. C'est grand comme ça, avec une queue comme ça. La genette, ça sent très fort. Mais à part leur odeur, souvent, on sait parce qu'il y a des gens qui récupèrent des crottes, qui récupèrent des traces, mais personne n'en voit jamais. Il y a quelques lynx, on n'en voit jamais non plus. On voit de temps en temps des crottes, de temps en temps des petits signes. Il y a le loup. Bon, à part les gens qui ont la fantaisie de voir des loups partout, parce que maintenant, dès que quelque chose, il y a une poule qui disparaît, c'est la faute du loup. Mais le loup, il est à nos portes et on n'en voit quasiment jamais. Bon, le dernier qui a vraiment été vu dans la région, c'est un qui s'est fait écraser. Donc lui, il a été vu. Mais voilà. Il y a des animaux qui savent. Et ils n'ont pas l'intelligence soit d'un homme, même différent, soit même d'un grand singe. Les gorilles, il y a des gens qui dans les pays où ils sont à l'état sauvage, ont réussi à passer à côté sans jamais les voir. Une loutre, tiens. Moi j'ai vu une loutre une fois dans ma vie, en étant toujours dans les bois, dans les champs, dans les bords de ruisseaux. Je l'ai vue par hasard, en me levant pour faire pipi la nuit au clair de lune. Mais il y a des gens qui passent des années à essayer de voir une loutre qui n'en voient jamais. Alors la loutre, ça n'a pas l'intelligence d'un homme, même primitif. Et puis il faut faire attention avec le truc, l'idée de primitif. De plus, d'après ce qui se dit dans les pays, en Russie, ces êtres-là ont une tendance à la, comment on pourrait dire, à la télépathie. Ils savent gérer leurs intuitions, leur captation, ils ont un instinct très particulier, qui existe d'ailleurs. La télépathie existe chez des êtres humains comme vous et moi, notamment chez les aborigènes d'Australie, puisqu'un aborigène peut être capable de dire que mon frère est en train de prendre la route pour venir me voir, son frère est à 200 km, il lui a pas téléphoné, pas envoyé une mail, comme ça il dit mon frère est en train de venir et son frère vient. Donc ça c'est chez des êtres humains classiques, donc on a moins besoin nous de notre instinct. Ben, c'est pas qu'on en a moins besoin, c'est qu'on a fini par en perdre une bonne partie. Mais si on vit dans la nature et qu'on a besoin de cet instinct, au contraire, il se cultive. Alors voilà pour l'instant, mais on va continuer sur notre piste. Alors là, on a un pommier sauvage, et ça se passe presque de commentaires, puisque regardez, on voit l'arbre qui a poussé, une cassure, première cassure, pof, deuxième cassure. C'est ce que j'appelle un peu les arcs de triomphe. En haut, première cassure, hop, deuxième cassure, accrochage. Personne n'a pu lui tomber dessus. Les autres arbres sont trop petits. Là, hop, cassure, pliure. Et là-dessous, on a une espèce de petite installation avec le bois mort. Il y a du vieux et il y a du récent apparemment. Et on voit que c'est un endroit où passent les sangliers. Alors, celui qui m'expliquera que c'est un sanglier qui grimpe aux arbres et qui les plie, je lui paye volontiers à boire, mais ça ne sera pas pour un sérieux. Il est bon à faire de la politique. Ouais, comme disait le monsieur avec qui je discutais ce matin en buvant le café, en coupant un arbre à Grenoble, dans un vieux platane, ils avaient trouvé un casque allemand. Wow. C'est pas impossible. C'est quand ils ont coulé l'arbre. Putain, j'ai une épine. Voilà. Alors, à l'occasion, on trouve des vestes de loup qui sont en train de lâcher leur poussière pour se reproduire. Chut, le calumet de la paix. Chut, nos intentions sont pacifiques. Il y a un nouveau pape. Avemus papam. Ça regorge de vie. Là, regardez. Là, ça a été gratté très récemment. Ça a été gratté probablement pour récupérer des insectes. Là, là, là. Et ça a été gratté avec des ongles puisque c'est déchiré. Là, ici. Bon, bah là, moi, je peux y arriver. Il n'y a pas d'odeur particulière. Mais là, à mon avis, il ne faut pas faire 1m76, ni même 1m80. Il faut avoir de grandes paluches, de grands bras. Ça a été gratté même là. Et même là. Exact. Aïe, je m'accroche l'oreille. Ça pourrait être comme un... Là, comme un là masque, aussi. comme ça. C'est là qu'ils grimpent aux arbres ici, il n'y en a pas des masses. Hein. Pas rien anodine, mais qui est typique de ce que font les Bigfoot ou Sasquatch et les hommes velus de Russie. J'en profite en même temps pour dire que le jour où nos amis les chasseurs
penseront qu'il faut mettre les douilles de cartouches dans sa poche et les jeter dans la poubelle, le jour où ils s'apercevront de ça en masse, ça sera un gros progrès. On dit que c'est un ramasseur de champignons qui a marqué son territoire ou un chasseur. Je peux rajouter qu'il est très costaud et qu'il est fakir. Il n'a pas craint les aiguilles, les épines. Là aussi, c'est tout des épineux. Et puis il fallait qu'il soit costaud parce que quand même, ça se tord pas comme ça. Hein. Ouais, alors là, de nouveau, on voit une structure en croix. Là, cet arbre-là qui a été plié et qui a été accroché dans la branche morte de l'arbre voisin. Alors celui qui m'expliquera que ça s'est fait naturellement, je veux bien lui payer des prunes. Même en le faisant d'ailleurs, si c'était nous qui nous serions amusés à faire ça, il faudrait qu'on soit sacrément costaud et habile. Et là de nouveau on a croix, grande arche, petite arche en dessous. On sait que les ours, les jeunes ours, grimpent aux arbres pour se protéger et que les adultes, surtout les mâles, ne peuvent pas grimper aux arbres et par rapport à leur masse, ils ont une trop grande corpulence. Et donc les petits se cachent en haut et sont sauvés et les gros restent en bas. C'est peut-être la même chose qui se passe avec nos gros amis, c'est-à-dire que leurs jeunes escaladent dans les arbres pour être hors de portée des risques, hors de danger, et puis eux doivent escalader les arbres pour faire des arches, pour casser des branches, pour installer des branches, puisqu'on trouve parfois, on n'en a pas trouvé jusqu'à présent ici, mais des arbres coincés entre d'autres arbres en hauteur, à 5 ou 6 mètres d'eau. Alors, ils doivent avoir, eux, les gros ne doivent plus pouvoir être arboricoles, ne sont pas arboricoles, mais se servent des arbres et escaladent les arbres probablement bien plus facilement que nous. Et leurs jeunes seraient, c'est une hypothèse, souvent dans les arbres, à peut-être nous regarder, ne serait-ce qu'en ce moment, mais ils se planquent. Voilà. Tout reste des hypothèses. C'est drôle aussi ça. Aïe. Là, on voit que cet arbre, c'est bon. Là, on voit que cet arbre qui a été arraché quelque part, bon, c'était un arbre mort. Bon, il est déjà lourd, hein, à mon avis. Bon, il a été emmené là. Parce que là, il n'y a pas les racines, il n'était pas ici. Il a été amené ici par quelqu'un qui était costaud. Il a été posé contre celui-là, sur celui-ci, qui lui-même a été enjambé par celui-là, qui est accroché au bout entre deux petits arbres. Courbé d'ailleurs. C'est courbé. Et là, on a celui-ci qui a été courbé depuis là-haut, sous celui sur lequel le caméraman Damien et notre ami Benoît sont assis. C'est toute une structure. Ça n'a pas été fait fortuitement. Alors, est-ce que c'est du dégât par rapport au déplacement d'une créature qui fera un poids assez... parce qu'apparemment, on n'a pas... Je sais pas si on est rentré dans le détail et l'idée qu'on se faisait du... Les significations. De la... Moi, je pense que c'est... spécimen, Je pense que c'est... Bon, on a affaire, a priori... C'est un colosse de 2 mètres au moins. Un colosse d'un minimum... Enfin, forcément, il commence par être petit. Mais à des colosses à l'âge adulte qui font entre 2,50 m et 3 mètres. Ah oui, c'est jusqu'à 3 Les mètres. femelles sont un peu plus... Enfin, les femelles ou les femmes sont un peu plus petites, mais plus larges, plus massives. Les mâles, eux, ils sont comme ça. La tête dans les épaules. Bon, avec une carrure qui est nettement supérieure à la mienne. Toute proportion gardée. T'es pas race non plus. Hein. Voilà. Les femelles sont plus trapues. Alors, il y a eu, il y a quelques semaines, 2 bûcherons dans les environs qui ont vu depuis leur 4x4 ce qu'ils ont attribué d'abord à une espèce de comment on peut dire, de hasard qui ferait que dans des bois isolés comme ici, enfin relativement isolés, il y aurait un grand monsieur noir de plus de 2 mètres qui se promènerait habillé de noir et avec d'un manteau de fourrure alors qu'il faisait déjà 15 degrés.
On se rapproche vachement des archétypes et puis des mythes d'autrefois avec les loups-garous et tout ça. Voilà, les loups-garous étaient d'ailleurs il semblerait l'invention n'était peut-être pas voilà, oui, pas tout à fait. Alors une des hypothèses qui est celle notamment de M. Christian Le Noël de la FRC, c'est que une bonne partie des loups-garous qui auraient été, enfin des hommes brûlés pour lycanthropie durant le Moyen-Âge et même bien plus tard, étaient en fait des hommes sauvages qui quand on les torturait, ne pouvaient pas parler puisqu'ils avaient un langage peut-être pas le même que nous. Si c'était des hommes sauvages d'un type néandertalien, c'est-à-dire qui avaient un sac vocal mais qui ne pouvaient pas parler de manière articulée, contrairement à ce que disent beaucoup de personnes maintenant, les scientifiques disent que souvent maintenant que l'homme de Néandertal pouvait parler comme nous, et qu'il n'avait pas de sac vocal et qu'il avait un gros nez épaté, un gros nez du style Gérard Depardieu. Si bien que maintenant, quand on fait des reconstitutions d'hommes de Néandertal et d'Homo sapiens, on distingue bientôt plus l'un de l'autre. Alors que si on regarde bien comment est fait le crâne d'un homme de Néandertal, on trouve un grand nez, peut-être, mais un nez qui est retroussé, un prognatisme très important, un gros torus, c'est-à-dire que les yeux sont vraiment encastrés sous une espèce de balcon, un chignon occipital, alors je ne suis pas un homme de Néandertal, mais j'en ai un quand même, cette famille. Le fait d'être velu, ça, il y avait peut-être aussi des sous-espèces, et puis, comme chez les gens, dans une famille, on n'est pas tous vraiment pareils. Et puis il y a les conditions de vie aussi. Bon, aussi maintenant, il y a les conditions de vie, comme nous dit Benoît, quelqu'un qui vit dans les hauteurs des Alpes et puis quelqu'un qui vit au bord de la mer n'aura pas forcément le même pelage ou la même robustesse même simplement. Voilà, le corps s'adapte aussi. On sait par exemple que le renard, plus on monte vers le nord, le renard européen, plus on monte vers le nord, plus il est de grosse taille et avec le poil roux et épais. Et plus on descend vers la Méditerranée, plus il est de petite taille avec le poil court et qui tire plus vers le brun. C'est la même chose notamment pour les loups. Il y a les loups dans les pays très froids sont plus robustes. Les couleurs après ça c'est un peu spécial parce que dans certains coins ils sont blancs, dans certains coins ils sont noirs, ça c'est encore une autre histoire. Mais les loups qu'on a redécouvert par exemple notamment il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est en Érythrée qu'on a redécouvert une sorte de loup. Ce sont des petits loups tout maigres et de couleur un peu sable. Voilà, donc on est adapté. Quand on regarde ici, les gens de chez nous, en montagne, sont souvent des petites gens trapus, très costauds, qui grimpent presque après les murs, tellement ils sont faits pour marcher et pour escalader. Et puis il y a des gens dans certaines régions qui sont grands, c'est tout simple, il y a des différences entre les êtres humains selon d'où ils proviennent. Alors, c'est probablement la même chose pour les êtres dont nous parlons. On sait que le Bigfoot américain a été aperçu et filmé. Souvent il a le poil noir ou brun foncé, brun ours on va dire, mais il y a des roux. Il y a notamment un blond qui fait parler de lui depuis pas mal d'années avec une grande barbe. Il y en a qui sont plus ou moins barbus. Il y en a un qui est connu aussi qui est brun mais avec une tache blanche sur une épaule. Probablement dû à, déjà une personne peut avoir une mèche d'une autre couleur ou peut-être une blessure et puis les poils ont poussé d'une couleur différente. Enfin on sait que il y a plusieurs types. On peut voir aussi l'histoire des écureuils. Il n'y a qu'une espèce répertoriée chez nous. Et il y a des écureuils noirs, il y a des écureuils roux, il y a des écureuils bruns. Voilà. Ensuite je voulais expliquer que je reviens sur l'histoire de s'ils existent chez nous, comment ça se fait que personne ne le sait. Bon, ils avaient peut-être disparu. Peut-être viennent-ils par cycle. Mais ce qui est aussi une vérité, mais qui passe souvent pour une fumisterie, c'est le fait que dans notre région, notamment sur le plateau mathésin, dans le Valbonnais, il y avait les créatures qu'on appelait les carcaries, qui étaient de petites gens velus, qui, quand elles voulaient parler, rendaient une sorte de gargarisme, qui a donné leur nom de carcaries, qui étaient plutôt malingres. Alors on peut dire déjà qu'ils n'avaient probablement pas grand-chose à manger. Enfin, ils y vivaient chichement, c'est moins qu'on puisse dire. Ils arrivaient à survivre. L'hiver, les hivers étaient très rigoureux. Quand on est tout nu, même habillé de peau, de poils, l'hiver, on doit avoir du mal à être tranquille. Des vélos qui passent, j'entends les bruits.
De plus, il y avait aussi l'histoire des... Donc les Kerkari étaient parfois bien acceptés, parfois on disait qu'ils étaient voleurs, chapardeurs, qu'ils volaient les enfants. Bon, ça après c'est... La légende a une base, voilà. Mais quand une légende... Quand on parle de légende, il n'y a plus qu'un monde maintenant qui dit j'ai vu un dragon dans nos contrées. Par contre, il y avait, dans les années 60-70, il y avait encore des gens qui disaient j'ai vu des Kerkari. Il y avait ceux qu'on appelait les Sarrasins, puisqu'ils avaient la figure noire, qui étaient notamment du côté de Saint-Maximin, à la limite avec la Savoie, qui vivaient dans des grottes ou dans des lieux très inhospitaliers et qui venaient mendier l'hiver de quoi manger parce qu'ils avaient du mal, ou des fois les femmes avec leurs bébés. Donc voilà, il y a aussi l'histoire des Morphala ou Marfola, ça dépend, il y a plusieurs orthographes, qui étaient plutôt dans la région d'Alvar, Tess, Moretel de Maille, et qui étaient de grands colosses qui eux semblaient avoir un langage, vivaient en groupe, enfin se rassemblaient, et puisqu'il y a des personnes qui avaient été enlevées par les Morphala, puis relâchées, un peu comme s'ils avaient trouvé une petite bête, et puis qui disent bah tiens regardez à quoi ça ressemble, et allez on la remet en liberté, on ne veut pas trop lui faire peur. Ça c'est notamment, on peut retrouver cette histoire, une histoire de Morphala dans le livre La race oubliée, tome 2 de Christian Le Noël. Voilà, alors homme sauvage géant chez nous, on va pas l'appeler Bigfoot puisque on n'est pas aux États-Unis, on va pas l'appeler Sasquatch puisque nous ne sommes pas au Canada. Je propose que désormais quand on en parle on l'appelle le Morphala. S'il s'agit de géants velus, on va l'appeler Morphala. Voilà, on sera d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec moi-même. Pas mieux. Sur un passage de gros gibier probablement. Ouais, je pense. Le passage est marqué il a dû être cassé, comme il faut, même les bois. Et pour le casser, il fallait être costaud. Hein. On trouve il a dû être cassé, une arche d'une belle hauteur, presque 6 mètres de haut sur un gros arbre. Donc une vieille arche. Oui, on en trouve une plus bas. Alors là aussi il y a encore un phénomène, hein, parce que on a suivi les arches. À un endroit, il y avait des structures en croisement, en étoile. On les a évitées. On est arrivé pile sur un sentier où passent toutes sortes de gibiers. Et on arrive sur cette grande route, qui est une voie forestière, où il y a même des gars qui sont en train de couper du bois en ce moment. Et ça ressemble vraiment à une piste. Hein. Là, on t'a suivi. Voilà. Et là, on tombe, il y a vraiment une piste on tombe sur l'arche géante. Marquée. Et celle-ci est à une hauteur assez considérable. Et c'est bien bloqué. 8 mètres, 9 mètres. On pourra comparer avec un film que j'ai fait précédemment, puisque là, il y a une voiture derrière, on va pas aller filmer. On peut se mettre dessous quand même, hein. On va dessous, filmer sans on va voir. là-bas. Après, pour retrouver, une entrée de chemin. Alors là, ce que je souhaiterais, c'est qu'on suive cette piste. Donc une très belle arche. Bon, on peut y croiser des bûcherons aujourd'hui. Donc on continue à suivre les arches. Alors qui peut nous expliquer un tel phénomène, sachant que les arches, on trouve des passages dessous, bien marqués sur le sol, de grande hauteur, et qui nous permettant donc aux abords d'un sentier bien balisé, on donc retombe humain. sur un passage où on peut passer nous. Voilà, Et là, il y a bien un truc. une petite arche, plus un tipi. Ça, c'est de la forêt qui est... Regarde, tiens, hop. Une petite structure. Je mettrai le temps bien pour les photos. Ouais. Hop. Il faut bien regarder où on met les pieds, là. Il n'y a pas eu de coupe de bois ici non plus. Non, là, il y a aucune On marque. peut voir qu'il n'y a pas de souche. Nous, par C'est exemple, bon, je vais été déposé là. plus bas, puis le long de la luche, même. Trop mêlé.
Voilà. On arrive à suivre la trace avec, en suivant tous ces petits. Donc là on voit vraiment une anomalie et un tressage de branches. Un tressage de branches. Impressionnant. On voit bien que la petite branche est bien tressée et coincée. Il y a bien un marquage défini excusez-moi. avec une branche pliée. Là, ça me fait l'effet que ça m'avait fait quand j'ai pris les photos que je vous ai fait voir l'autre fois. Les bois J'ai posés. l'impression d'être épié. Des trépieds. Arrêtez de bouger. Je suis épié vers le haut. Jeannot se sent épié. Là, c'est vraiment un coin qui est... Donc l'arche, il y en a une qui commence en bas, on est arrivé par là, ça accompagne, il y a un passage bien marqué. Et là on tombe sur une arche complètement ronde. Là il y a vraiment anomalie. Là. On a vraiment vu des trucs avec des tressages très précis, des arches beaucoup plus arrondies. On dirait un lieu de culte. Je crois pas que des chasseurs auraient pu s'amuser à prendre le temps de faire des choses comme ça. Qui sont organisés, qui ont une idée derrière la tête de faire croire à quelque chose. Mon avis qui n'est peut-être pas juste, hein, c'est que c'est pas des arches là, c'est des barrières. Par conséquent, ça veut dire n'allez pas plus loin. C'est notre territoire, c'est privé. Mais c'est vrai que la forêt est beaucoup plus dense. Là, voilà. Hein. De plus, l'histoire des deux bûcherons que je vous ai raconté, ça se situait juste au bout de mon bâton là-haut, droit devant. Donc dans la zone délimitée. Là. Et comme disait Damien, on a une impression d'une odeur musquée, une odeur de mousse, mais en même temps de terreau, comme si c'était en permanence brassé, une odeur de... Ouais, voilà, c'est ça qui est... Ouais, en gros, ouais. Un aftershave sauvage. Ouais. On peut dire que ça, comme si c'était brassé. Ouais. Et voilà, il va nous dire... Un analphabète. Voilà. Là, alors, c'est une idée un peu bizarre, mais on s'est dit que comme ce lieu était vraiment chargé, qu'on y ressent vraiment une présence et qu'on veut marquer qu'on n'est pas des emmerdeurs. Et qu'on respecte parce qu'on voilà. On a probablement compris que là... Une demande de contact. Avec des petits bâtons, j'ai laissé un message. Alors ce message, bien sûr, celui qui va le lire va peut-être dire ça y est, celui-là, il ne sait pas écrire, il fait des fautes d'orthographe. Mais c'est un signe de sympathie. Voilà. Alors, on va le photographier, Damien le filme. Quand on reviendra, on verra s'il a bougé, s'il y a une réponse peut-être à côté. Et voilà. Moi je serais d'avis de faire quelque chose de plus complexe avec des bois tressés. Ou... Moi je ferais pas du plus complexe parce que ça pourrait être pris comme une... Si plus c'est complexe, plus c'est agressif entre guillemets. Voilà, ça pourrait être pris comme quelque chose d'agressif ou une revendication de territoire. Donc je veux pas. C'est pas moi dans mon idée. Le mieux c'est de laisser un petit truc comme ça, qui est un signe de sympathie. Là j'ai pas en photo. Mais là il y a une odeur forte de musqué, ouais. De bois mort et de mousse. Donc on est devant l'entrée, devant l'arche. Et donc on passe largement dessous. Ah oui, largement. Oh, il y a un beau chant d'oiseaux. Alors là où j'ai dit que tout à l'heure que je pensais que c'était des barrières et que ça voulait dire territoire privé, je dois avouer que j'ai eu une espèce de malaise. Je me sentais comme un peu scanné. J'avais la chair de poule. J'ai rien senti moi, j'avoue. Ouais, ouais. Et une sorte de malaise bizarre. Bon. Et en m'éloignant, ça y est, ça revient. Alors ce que je pense, c'est comme moi je suis très magnétique, on va dire ça. Il doit y avoir un truc par rapport au tellurisme aussi. Voilà. Ouais. Et j'avais l'impression d'être regardé, épié. J'ai déjà eu des expériences de ce style, une en particulier où j'entendais des coups de bâton, enfin des tap-tap contre les arbres. J'ai eu une espèce de malaise. Et quand j'avais entendu des frappements de bois contre bois,
il y a plusieurs années dans des bois pas très loin d'ici, mais sur un autre, de l'autre côté, je veux dire plutôt sur le Vercors. Et j'avais été comme passé au scanner, mais vraiment sur tout le contour. Et j'avais eu des sueurs froides et j'ai mis un temps presque infini. J'avais l'impression de jamais arriver à mon véhicule qui était pourtant qu'à 1 km. Et là, ça m'a fait un petit début de truc comme ça m'a pas fait le même effet. Hein. Là maintenant, ça va bien. Voilà. Mais il y avait un petit quelque chose. Donc là, nous sommes sous un arbre tressé. On peut bien voir qu'il y a quand même une anomalie. C'est que les deux sont bien entremêlés. Avec des branches croisées. On entend l'eau d'une source qui se trouve dessous. Le bois a dû subir quand même une pression assez forte parce qu'il a fini par briser un peu. Il n'est pas foutu, mais on voit bien qu'il y a quand même une force exercée dessus pour le plier comme ça. Aujourd'hui, il y a trop ici de phénomènes de ce type. Ça peut pas être le hasard. Pour penser que c'est hasardeux. Voilà quoi. Alors, on n'est pas là pour dire qu'on a forcément raison. On échafaude des hypothèses. Je crois qu'il faut apprendre à sortir des carcans et de l'idéologie préconçue. Nous sommes souvent très formatés et nous oublions de regarder et d'imaginer que le monde peut réserver encore des surprises. Ah. Ah ouais. Tiens, regarde là-haut, Damien. Une multitude d'arches. Encore une piste donc. Et quand on voit la hauteur de l'arche, on se demande comment qui a pu tirer cette Regarde, branche. je vais le mettre dessous. Il aurait presque fallu l'escalader, grimper suffisamment haut pour que le poids porte la branche vers le bas. Même déjà ça, bon bah là j'arrive à toucher, mais... En plus c'est du charme, c'est un bois qui est particulièrement dur. Voilà. Hop, donc C'est tressé. Hein. On voit bien encore. Ah, hop, hop, Tressé. hop, hop, Il est tressé. Donc on voit bien l'insistance du phénomène. Alors là, on est encore toujours sur le même chemin, hein. Toujours sous les arches. C'est bien un phénomène marqué. Là, hop. On Là, retrouve encore. Et tendu. Il faut quand même voir la distance. Et pour présenter la hauteur, on est quand même bien à 6-7 mètres de haut, c'est-à-dire qu'il faut une certaine taille. Et probablement même escalader l'arbre. Hop, c'était vraiment grand, ouais. Escalader sa pointe pour le faire fléchir. Donc là, on voit bien que la pointe a cassé quand même. Certains pourraient nous prendre pour des fous, mais encore sur le chemin, beaucoup trop de phénomènes de branches qu'on voit dans le matin. Bah, je crois que sans les fous, il n'y aurait pas grand chose qu'on aurait avancé sur Terre. Voilà.